Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Tout de suite, les titres du 19h50. À la une ce soir, incarcéré pour saccage du commissariat de Foumbot, faute de la disponibilité de sa carte nationale d'identité, Daouda respire à nouveau l'air de la liberté, une liberté au goût amer pour cet homme qui a perdu sa femme pendant l'accouchement il y a quelques jours. Réaction à suivre de la famille de Daouda. Des milliers de Camerounais trouvent refuge au Nigeria en raison de la crise sécuritaire dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Selon un rapport du Haut Commissariat des Nations Unies, près de 90 000 Camerounais se sont déplacés en octobre 2022. Son savoir-faire sollicité à l'international, l'auteur du titre à succès Impair est invité à tenir une conférence à l'Université du Connecticut aux États-Unis sur l'industrie musicale africaine. Stanley Eno est l'invité du 19h50. Voilà pour les titres. Daouda est un homme libre, enfermé pour saccage de commissariat de Foumbot, faute d'avoir eu sa carte nationale d'identité, vient d'être relâché. Il sort quelques jours après le décès de son épouse et toujours sans sa carte nationale d'identité. La réaction de sa famille dans cet élément de David Sandio et Njoya Nourtine. Fondikou Daouda quitte les geôles, désormais libre ce 8 novembre 2022. Un moment d'apaisement après avoir passé un mois en détention. Mais l'atmosphère reste tout de même lourde. Son épouse, qui aurait dû l'accueillir, est absente parce que décédée il y a quelques jours. Malgré la douleur, la génitrice de Daouda prend la parole. J'ai libéré mon fils hier et moi-même j'étais à Douala pour voir la grand-mère de bébé, le nouveau-né. Sa maman est morte, l'a laissé. Je suis parti pour la voir, pour comprendre le jour qu'on va l'enterrer. Encore sous le choc, l'homme qui, sous un excès de colère, avait mis à sac le commissariat de sécurité publique de Foumbot pour réclamer sa carte nationale d'identité, refuse de s'exprimer et à sa génitrice de remercier les actions en faveur de la libération de son fils. Notre frère qui a fait sortir mon fils hier, il le remercie beaucoup. Que Dieu l'aide à tous ceux qui pensent le bien d'elle. Que Dieu l'aide beaucoup. La famille, pour l'instant, a le regard tourné vers la levée de corps et l'inhumation de Dame Fondikou. La chaleur est de retour à Douala et dans plusieurs autres localités du pays. L'on se souvient des prévisions faites par l'Observatoire national sur le changement climatique qui a tiré la sonnette d'alarme d'une extrême chaleur dans toutes les premières semaines du mois de septembre. À Douala, les populations sont inquiètes et trouvent déjà astuces pour surmonter cette chaleur. Junior Ossin et Marius Kosso. Les températures augmentent progressivement pour atteindre des niveaux sans précédent, selon l'Observatoire national sur le changement climatique, en abrégé l'ONAC. Si à peine les pluies s'arrêtent, la chaleur vient avec ces degrés, je me dis que d'ici janvier, ça sera pire. Les températures sont maximales et selon l'ONAC, il est fort probable qu'elles soient supérieures à la moyenne historique enregistrée à la même période de 1979 à 2018. Pour que je supporte ça, il faut que je m'habille autrement, je change la façon de m'habiller. Donc, au lieu de porter des chemises, je mets des tricots, des polos et autres. Dans son bulletin d'alerte et de prévision climatique, l'ONAC fait savoir que la période allant du 1er au 10 novembre 2022 sera marquée par des situations de canicule dans de nombreuses localités dans les 10 régions du pays. À l'extrême nord, par exemple, les températures pourront atteindre les 40 degrés Celsius avec d'importants dégâts à Maroua, Ouaza, Moura, Yagua, entre autres. Ce changement climatique arrive avec de multiples conséquences. Les vagues de chaleur vont provoquer des maladies, des feux de brousse vont détruire des plantations et tuer des bétails, l'assèchement des points d'eau va entraîner de la déshydratation et bienvenue les maladies.
Et à côté de la chaleur, la ville de Douala est en chantier depuis plusieurs semaines. De nombreux chantiers publics sont en cours. La descente du maire de la ville de Douala, Roger Massadiné, sur le terrain a permis de constater que les travaux ont véritablement repris avec le retour de la saison sèche. Voyons cela avec Junior Rossin une fois de plus, c'est Henri Tina. 12 km de voiries en construction et en aménagement dans le 3e et 5e arrondissement de Douala. 8 km de drains et 8 km de voies de desserte. Ces nombreux chantiers visités ce mardi matin par le maire de la ville de Douala et qui affichent 15% dans l'ensemble vont atteindre les 40% dans les prochains mois avec le retour de la bonne saison. L'achèvement à Douala 5e est prévu autour de février, avec y compris même la couche de roulement. Donc, mais on va se déployer aussi à Douala au 3e simultanément pour que vers juin, on commence à voir un peu clair pour la fin des travaux. Toujours engagée dans la lutte contre les inondations, la communauté urbaine de Douala tient à renforcer les 40 km de drains déjà disponibles. 7-8 km de drains qu'on construit qui vont améliorer encore notre capacité à lutter contre les inondations, qui vont améliorer la durabilité des chaussées parce que quand il y a des drains, les chaussées durent aussi plus longtemps. Sur les voies publiques déjà aménagées, l'un des combats reste celui du déguerpissement des populations qui occupent de manière illégale et anarchique la chaussée et les trottoirs. Les instructions ont déjà été données à la police municipale pour qu'elle intervienne désormais, y compris les jours fériés, y compris la nuit, pour les nuisances sonores, parce qu'il y a des bars qui s'installent aussi, c'est pas seulement les garages. L'on retient de cette visite d'évaluation que d'ici février à mars, ces travaux connaîtront une bonne avancée. Autre titre, la crise sécuritaire présente depuis 2016 dans les zones dites anglophones du pays a entraîné le déplacement des milliers de Camerounais. Par ailleurs, les autorités nigérianes affirment que les Camerounais continuent de fouler le territoire nigérian. Le rapport du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés dresse un bilan de 86 268 réfugiés camerounais enregistrés au Nigeria en octobre 2022. Le récit de l'île de Lesline Poumetia. Bernice Chou a fui son pays natal, le Cameroun. Les conflits dans le nord-ouest et le sud-ouest l'ont poussé à se réfugier au Nigeria, pays voisin. Durant ce temps, nous fuyions dans les champs. Quand ils quittaient les champs, nous rentrions. Et quand nous entendions les bruits, on prenait nos choses pour repartir dans la forêt. C'est ainsi que j'ai économisé l'argent pour voyager. Comme elle, plusieurs autres Camerounais sont dans la même situation. Nous utilisons les tissus coupés comme garniture. Après les avoir utilisés, nous les lavions pour la prochaine fois. 6 ans déjà que la situation perdue dans cette partie du pays. Selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, en octobre 2022, 86 268 réfugiés camerounais ont été enregistrés au Nigeria. Et engagé dans la lutte contre le Covid-19 depuis 2020, le gouvernement camerounais a renforcé son système de riposte à travers l'acquisition de nouvelles infrastructures, appareils et équipements. Des actes jugés pas encore assez suffisants pour d'éventuelles affections, selon certains. Karel Mezatachuya, Constant Kamga. Le coronavirus, bien que maîtrisé, avec notamment 121 992 rémissions sur les 124 020 cas positifs, avec un total de 1935 décès au 26 octobre 2022, n'a pas fait que des dégâts au Cameroun. Les acquis de la pandémie l'attestent à suffisance. Renforcement de la coordination, acquisition de nouveaux matériels et infrastructures tels des centres de traitement, formation du personnel de santé, mais aussi et surtout renforcement du réseau de laboratoires. En février 2020, au Cameroun, il n'y avait que le centre Pasteur de Yaoundé qui pouvait faire la PCR. Et aujourd'hui, dans le pays, nous avons 47 centres qui peuvent faire la PCR. Le pays a acquis également 4 machines pour faire le séquençage génomique des pathogènes. De quoi tonifier l'offre de soins ainsi que la riposte et le contrôle d'autres maladies dans le pays. Mais ça ne suffit pas. L'ouverture d'un institut national de santé publique, la création d'un fonds spécial de riposte aux événements de santé publique renforcerait davantage le système de santé camerounais. Le plaidoyer de l'Organisation mondiale de la santé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que
quand un événement de santé publique survient, le ministre de la Santé doit pouvoir agir immédiatement parce que c'est dans ces moments-là qu'on peut sauver des vies. Proposition bien accueillie par le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, qui préside les travaux de ce 4e forum international sur la gestion des urgences de santé publique à Yaoundé, au nom du Premier ministre chef du gouvernement. En attendant suite favorable, la chaîne soignante doit anticiper pour se prémunir de toute surprise désagréable. Prescription du président du syndicat national des personnels des établissements et entreprises du secteur de la santé au Cameroun, Sylvain Gaonana, joint au téléphone. Et à suivre dans ce 19h50, faire de l'innovation un secteur de développement de l'Afrique. Près de 150 chercheurs d'une vingtaine de pays échangent sur le sujet depuis ce jour à Yaoundé. Et nous ferons une incursion dans le milieu qui attire de plus en plus les hommes. Le nettoyage du poisson. Nous irons au marché Mfundi à Yaoundé. Et Stanley Eno, en posture d'invité, parle de ses sollicitations et de sa carrière. Dans l'actualité également, le gouvernement veut renforcer sa stratégie de lutte contre le choléra dans le pays. Des stratégies pour éradiquer cette maladie d'ici 2030 au Cameroun. Peaufinées depuis ce matin à Yaoundé, experts nationaux et internationaux conjuguent leurs efforts à la faveur du 4e Forum international sur la gestion des urgences de santé publique ouvert ce 9 novembre à Yaoundé. 3 jours de réflexion présidés par le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur au nom du Premier ministre chef du gouvernement sur l'importance de ces assises. Je vous propose une réaction de Jacques Famdongo au micro de Karel Mezachachua et Constant Kamga. Vous savez, en matière de santé, rien n'est jamais acquis définitivement. Parce que la maladie rôde toujours, la maladie guette, et dès qu'il y a une petite faille, la maladie s'installe, et ce sont les populations qui en pâtissent. D'où l'importance d'une synergie entre tous les experts, je pourrais même dire tous les experts de la Terre, pour que les maladies qui arrivent, qui surviennent dans notre pays, dans notre sous-région, Afrique centrale, dans la région Afrique, que ces maladies soient combattues avec une énergie efficiente, efficace et complètement proactive. 130 chercheurs venus d'une vingtaine de pays d'Afrique et du monde sont réunis à l'Institut des relations internationales de l'Université de Yaoundé 2, soit depuis ce mercredi. Au centre des débats, trouver des voies et moyens de faire de l'innovation dans tous les domaines d'activité, un vecteur de développement du continent. Une telle activité passe nécessairement par la case recherche universitaire. La 5e conférence Africalix a démarré ce 9 novembre sous le thème « Système national d'innovation pour la résilience et le développement durable en Afrique » et s'achève le 11 novembre prochain. Joël Diom 3 et Samuel Bakissé. La communication, l'agronomie et même les sciences sociales, aucun de ces domaines n'échappe à l'innovation, seul pont pour atteindre le développement durable. Donc c'est véritablement l'innovation qui permet de transformer les sociétés, de faire avancer les sociétés, d'apporter de nouveaux procédés de production, de nouveaux procédés de communication et qui changent la vie des citoyens. L'innovation et bien d'autres questions sont adressées ici à l'auditorium de l'Institut des relations internationales de Yaoundé, dans le cadre de la 5e conférence du Réseau africain des chercheurs en système d'apprentissage, d'innovation et de renforcement des compétences en abrégé Africalix. Pour trouver des pistes de solutions, toutes les éminences grises venues d'une vingtaine de pays sont représentées. L'ambition de l'Université de Yaoundé 2, comme l'a indiqué le recteur, le professeur Adolphe Ninkwache, est de positionner notre université en tant que technopole des sciences sociales. Et cela emporte d'abord un enjeu de visibilité. Les travaux qui regroupent près de 130 chercheurs venus de 20 pays se poursuivent jusqu'au 11 novembre prochain. À chaque édition, les pays membres de Africalix pose les bases du véritable réveil du continent. La question des débouchés et l'insertion sociale des étudiants revient dans les milieux estudiantins. Pour effacer les craintes, le ministère de l'Enseignement supérieur a initié le forum de l'étudiant camerounais, une plateforme où les apprenants des universités camerounaises sont moulés au rouge de l'emploi.
L'université de Douala accueille depuis ce matin les étudiants venus de l'ensemble du triangle national. David Sandio et Thierry Nana pour les détails. Pour cette 11e édition du Forum des étudiants du Cameroun, l'importance du partenariat université, entreprise et employabilité des jeunes diplômés tient à cœur la communauté universitaire. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est une plateforme parlementaire, une plateforme démocratique qui rassemble les étudiants des universités d'État et instituts privés d'enseignement supérieur du Cameroun, et il faut le dire, les 11 universités d'État, pour discuter des problèmes qui les concernent de manière conviviale, selon les perspectives de tout un chacun, selon les spécificités de chaque université. Pour adapter l'offre aux besoins des entreprises. Donc c'est un processus qui doit être en relation avec l'évolution du monde, avec l'évolution de l'économie, dont nous essayons de le mettre en œuvre tous les jours. L'université de Douala, par exemple, c'est un foisonnement des établissements et le cadre qui vient d'ailleurs d'être rénové. Il faut bien une adéquation entre les cours dispensés et le besoin en entreprise. Cette université, chacun le sait, c'est presque 60 000 étudiants. C'est également 11, officiellement, 11 établissements, mais en réalité 12, si l'on intègre toutes les composantes de ce qui forme aujourd'hui l'université de Douala, en particulier ce que l'on appelle le CEPAMOC. Les étudiants participant au forum misent sur le mérite et l'excellence. Nous aimerions que les étudiants soient à mesure d'obtenir des stages de formation, qu'ils soient professionnels ou académiques, afin de mieux associer les compétences pratiques, réalité du terrain à leurs connaissances théoriques apprises à l'école. Pour cette 11e édition du Forum de l'étudiant du Cameroun, l'intégration socio-professionnelle est saluée. Ils sont de tous les âges, uniquement de sexe masculin. Eux, ce sont les nettoyeurs de poissons. Cette activité a rendu tous les jeunes qui sont indépendants financièrement. Ce mercredi, nos équipes de Yaoundé sont allées à la rencontre des jeunes nettoyeurs de poissons du marché Mfundi dans le premier arrondissement de la capitale politique. Joël Diom 3 et Samuel Ebakissé pour le reportage. Rick Ross, comme on l'appelle affectueusement ici au marché du Mfundi, affûte ses armes pour combattre la vie. Comme lui, près d'une vingtaine de jeunes ont revêtu le manteau de la débrouillardise. Ils gagnent leur vie grâce au nettoyage du poisson. Qui peut rentrer avec 5 000 à 7 000 par jour. Donc ce n'est pas mal, c'est un travail qui paye pour celui qui connaît, qui se met dedans en fait. Quand tu as un travail que tu connais son importance, tu te mets à fond, tu vas voir. On vit parce que nous on a la famille, on nourrit grâce aux petits jetons qu'on nous donne. Le spectacle est saisissant, les coups mesurés avec une dextérité manuelle des chirurgiens. Ils écaillent, nettoient et découpent tout type de poisson. Ces petites mains gagnent 1000 francs CFA pour 1 kg de bar ou de mâchoiron nettoyé et 500 francs CFA pour 1 kg de bossu, de crevettes ou de gambas. Le tout en un temps record. Pour moi, c'est pour gagner un temps. C'est une bonne activité, ça emploie des personnes, ça leur permet de gagner de l'argent. Et à nous, les ménagères, ça nous facilite les choses. À ce rendez-vous de l'offre et de la demande, tout n'est pourtant pas parfait. C'est mieux d'assister quand ils nettoient, sinon il faut qu'ils mettent beaucoup plus l'accent sur l'hygiène. C'est-à-dire au moins toutes les 2 heures, qu'ils balaient leur plan de travail. La hantise de tous ces nettoyeurs de poissons, c'est le manque de produits halieutiques sur le marché. Avec la pratique, le corps s'est habitué aux aléas du métier. Nous sommes déjà habitués, on n'a pas le problème des gants. Parce que le gant même, ça nous blesse. Quand il y a le poisson, on n'a pas à le discuter. Lorsque nous quittions le marché du Mfundi ce matin, un calamar se faisait chouchouter. Ça s'appelle le dévouement professionnel. Intéressons-nous à présent aux jeunes filles et l'éducation scolaire. Dans le Nord, le sujet revient sur la table encore, malgré une nette évolution durant ces dernières années. Après le baccalauréat, c'est généralement un parcours de combattants que ces filles rencontrent. Reportage, Leslie Poumetia et Aïssatou Bouba. Le manque de moyens financiers, la distance éloignée des universités, le mariage
et autres idées préconçues sont quelques raisons qui expliquent l'arrêt des études chez la jeune fille après l'obtention du baccalauréat. À Garoua, ici, dans cet institut, le nombre des filles qui suivent les cours est assez encourageant. Le taux de jeunes filles est autour de 38%. C'est une aubaine, une opportunité effective pour les filles du Grand Nord. Comme vous l'avez constaté, ce pourcentage est un record réel parce que c'est au-delà, je peux dire, des attentes, puisque le septentrion, effectivement, n'a pas souvent connu la massivité des jeunes filles dans l'éducation ou l'académie. Ces jeunes dames ont réussi à se faufiler dans les mailles du mariage, principal obstacle à leur éducation. Conscientes de leurs objectifs, elles mettent toutes les chances de leur côté. Plusieurs de mes amis de l'école primaire et secondaire qui ont laissé les études pour aller au mariage, elles sont maintenant dehors avec les enfants, sans toutefois la responsabilité de leur époux. En voyant ça, je n'ai pas le goût de laisser mes études pour m'aventurer dans cette vie qui n'a pas d'objectif. Donc, comme quoi la fille va en mariage peut-être à 15 ans et elle doit être soumise à son mari. Mais avec l'école, au moins on peut se créer une personnalité intellectuelle. Donc, fille nordiste, continuer les études, c'est très important pour moi. L'université de Garoua, nouvellement construite, est un moyen de contribuer à la scolarisation de la jeune fille du Nord. Il est l'un des artistes les plus en vogue auprès des jeunes depuis près d'une dizaine d'années. Il est l'auteur du titre à succès Impair, avec lequel il a remporté un MTV Africa Music Awards en 2014. Et depuis le début de l'année 2022, son titre Para Pari Paro est un véritable carton. Stanley Eno est notre invité ce soir. Bonsoir Stanley. Bonsoir Alain Gislain, bonsoir. Alors vous êtes revenu au Cameroun il y a quelques jours après une tournée internationale. Ouais. Et là, vous vous apprêtez à repartir aux États-Unis pour tenir une conférence à l'université du Connecticut sur l'évolution de l'industrie musicale en Afrique. Dites-nous-en un peu plus. Et je veux dire que c'est un honneur de repartir cette fois-ci aux États-Unis, pas uniquement faire les studios, mais c'est pour aller donner de la connaissance à ces jeunes qui sont du côté de Connecticut. Yale University of Connecticut, c'est l'une des plus grandes universités des États-Unis, top 3. Et c'est vraiment un honneur de représenter le Cameroun là-bas parce qu'il y a un symposium qui est organisé là-bas et je vais animer pendant 2 jours la partie musique lors de cette conférence où je parlerai de l'évolution de la musique africaine dans le monde, l'afrobeat. Et je toucherai également sur les problèmes liés aux solutions de la crise identitaire parce que les jeunes Africains de première génération nés aux États-Unis avaient du mal à s'insérer ou bien à accepter. L'acceptation de soi était un véritable challenge pour ces jeunes-là, mais depuis la prolifération du mouvement afrobeat dans le monde entier, il y a beaucoup plus d'acceptation et cette crise identitaire est devenue quelque chose de... c'est devenu moins accentué qu'avant. Donc je veux dire que c'est un honneur pour moi. Yale University, des universités dans lesquelles les gens comme Lupita Nyong'o, qui sont en tête d'affiche de Black Panther, des gens comme George Washington sont passés par cette prestigieuse école et un jeune enfant de Bafoussam qui n'avait que et qui n'a qu'un rêve, aller là-bas parler pendant 2 jours. Je pense que c'est des bénédictions. À quel niveau vous situez l'industrie musicale camerounaise actuellement? En ce moment, le Cameroun est en train de passer une étape un peu sombre sur la visibilité de la musique urbaine à l'international. Il y a beaucoup à faire, beaucoup de talent, mais je pense que on est beaucoup plus à l'étape d'un mouvement.
l'industrie n'existe pas encore. On ne parle pas encore d'industrie? Non, parce que si on parle d'industrie, on parle de revenus aussi qui sont assez énormes, assez importants. Il y a très peu d'artistes qui sortent du lot. Et quand on parle de l'industrie, il ne s'agit pas seulement des musiciens, on parle également des designers. It's all in one, you know. C'est tout un ensemble. C'est tout un ensemble. Et à l'aube de mes 10 ans de carrière, à proposer quelque chose de nouveau, parce que je pense qu'il faut passer à l'étape de l'industrialisation, sinon on fera des surplaces pendant longtemps. Mais il faut savoir que nous avons tout pour avancer parce que le talent, il y en a. Et l'ancienne bibliothèque existe. C'est-à-dire que aujourd'hui, je pense qu'il est grand temps d'aller fouiller dans l'ancienne musique parce qu'il faut une musicalité tellement puissante. On a des légendes comme Toto Guillaume, Grace Deka, des personnes comme Kokombassi. Je pense que de plus en plus, les jeunes prennent conscience qu'il faut fouiller dans l'ancienne bibliothèque pour pouvoir créer cette musicalité, cette singularité. Et je pense que le monde est à l'écoute parce que même aux États-Unis, il faut le dire, tous les Noirs là-bas veulent devenir africains. C'est bientôt 10 ans de carrière, marqués par des titres à succès et d'autres qui n'ont pas certainement eu l'écho que vous espériez. Est-ce que votre parcours jusqu'ici vous satisfait? Le Cameroun m'a tout donné. Et j'aimerais que le Cameroun m'offre un stade. C'est-à-dire que j'aimerais faire un concert au stade, soit à Amadou Ahidjo, soit à Olembe. Ce sera vraiment quelque chose de magnifique. C'est ce qu'on a envie de faire l'année prochaine. Et avec sûrement des invités de marque. Mais c'est ce qu'on a envie de faire. C'est-à-dire que j'ai eu la chance de clôturer la CAN au Cameroun. Là, c'était pour un événement grandiose comme la CAN, mais maintenant on a envie de faire un événement à nous, avec nos frères, pour nous et par nous. Et je pense que 2023, ce sera le véritable challenge, quoi. Remplir le stade, 70 000 personnes. Je pense que ce sera tout à l'honneur de la jeunesse. Ouais. Stanley Hainaut, merci. Merci beaucoup, monsieur. Entretien réalisé juste avant le début de cette édition. Et on ouvre la page sport. On parle des Lions indomptables qui ont joué leur match de revoir ce soir face à la Jamaïque au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. Score de la partie, un but partout. Et rappelons que Vincent Aboubakar et ses camarades ont reçu le drapeau des mains du directeur du cabinet civil de la présidence de la République. Et l'interview exclusive du président de la FECAFOOT était en direct hier sur les antennes de votre chaîne. Un programme spécial dont nous vous proposons de vivre la préparation et les coulisses à travers ce reportage de Titi Freeman et Marius Kosso. C'est en toute sérénité et sans pression que l'interview exclusive avec Samuel Eto'o est préparée par l'équipe de production de Canal 2 International. C'est le principal responsable technique du football camerounais. Donc oui, ça demande plus de rigueur dans la préparation, mais ça reste une interview. On s'est préparé depuis une dizaine de jours, presque tous les jours. Et même aujourd'hui, on a passé la journée entière à discuter, à répéter les gammes, à reparler des questions. Parce qu'il ne faut peut-être pas de fausses notes. Aujourd'hui, c'est le match avec Samuel et c'est plus qu'une finale de Coupe du Monde. Personne ne veut se louper. Un important déploiement d'équipements high-tech est effectif sur la place du tournage. Le top management de la chaîne verte veille au grain. Faire confiance à une télévision privée pour sa première sortie médiatique, ce n'est pas gratuit. Cette sortie ne fait que confirmer cette place de leader qui est la nôtre depuis plusieurs années déjà. Sur le plateau, le président de la Fédération camerounaise de football arrive 45 minutes avant l'entretien. Tout d'abord, petit coup de pinceau avant une courte intervention au 19h50 de Canal 2. Une forme de mise en bouche pour les téléspectateurs. 2 minutes après 21h, prise d'antenne et c'est le début des échanges. La suite appartient à l'histoire.
Et l'histoire également avec ces rares joueurs qui ont remonté le titre de Ballon d'Or France Football la même année, qui remportent la Coupe du Monde avec leur pays. Marquer les esprits en phase finale de la Coupe du Monde donne souvent des assurances de devenir le meilleur joueur du monde. Seuls 6 joueurs ont réussi cet exploit depuis la création de la compétition. Marc Chouamot et Calvin Tekam. À l'étranger, la République centrafricaine menacée par les eaux depuis quelques mois. La montée des eaux fragilise les activités des pêcheurs avec réaction directe sur le commerce du poisson. Élection aux États-Unis, Donald Trump félicite la percée des candidats qu'il a soutenus. L'île Pied-du-Houx, Calvin Tekam, Escalmande. Depuis le début de la saison des pluies en Centrafrique, les inondations ne sont pas les seules préoccupations des pêcheurs. La pêche n'était pas bon parce que à chaque moment, au moment dédié, on disait moi comme ça pour trouver même à manger, ce n'est pas facile. Les gars, on est presque même 10, mais les poissons qu'on a trouvé, c'est seulement 2 et ça ne suffit pas. C'est un peu dur pour nous. Avec la montée des eaux du fleuve Ubangi, marquant la frontière centrafricaine avec la République démocratique du Congo, les poissons se cachent des cours d'eau violents et les pêcheurs reviennent avec des filets vides ou presque. Au moment, les prix sont un peu en hausse. On ne sait pas, peut-être par rapport à la saison. Parce que là, nous tendons vers la saison sèche. Souvent, c'est pendant la saison sèche que le prix des poissons sont un peu raisonnable. Conséquence, les marailleurs et les marailleuses font étale commune et le prix du poisson, souvent bon marché, est très consommé par les Centrafricains, notamment à l'arrivée des fêtes, a plus que doublé. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa arrive au palais d'État à Nairobi. Il est accueilli par son homologue kényan William Ruto. Les 2 dirigeants devraient tenir une conférence de presse conjointe après une rencontre bilatérale. La première école verte d'Afrique du Sud, qui a ouvert l'an dernier à moins d'1 heure du Cap, a l'ambition folle et solidement ancrée de stimuler la créativité et la résistance de leurs écoliers face aux défis d'un avenir compliqué par le réchauffement et autres défis écologiques. J'étais donc un peu sceptique en venant ici. Je me demandais si j'allais vraiment faire ce que je devais faire à ce moment de ma vie, mais j'ai réalisé que nous apprenions quand même les mêmes choses. Je pense dans un meilleur environnement parce que je suis capable de me concentrer plus en fait et ce n'est pas juste que tu dois te concentrer pendant tout ce temps. Nous avons des pauses. Le soir des élections, l'ancien président américain Donald Trump se félicite des résultats des candidats qu'il a soutenus lors des scrutins de mi-mandat. Ce soir, parce qu'il n'arrête pas de dire, il est bon pour les nominations. Mais est-il bon pour les élections générales en ce moment? Et nous en avons quelques-uns là-bas. Nous sommes à 80 victoires et 3 défaites. C'est pas bon ça? Ne serait-ce pas drôle si nous étions meilleurs aux élections générales qu'aux nominations elles-mêmes? C'est génial. Il était face à une foule rassemblée dans sa résidence en Floride. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité à Canal 2 International. Je vous retrouve demain, même lieu, même heure, 19h50. Bonsoir.